C'était un monstre des mers, un ouragan de 500 km de diamètre, des vents à plus de 300 km/h. En septembre 2017, l'ouragan Irma semait la désolation sur les petites Antilles et notamment sur l'île de Saint-Martin. Saint-Martin, c'est un tout petit îlot de 87 km² divisé en deux. Le sud appartient aux Pays-Bas, le nord à la France. Et c'est cette partie française qui va être la plus touchée. Le bilan humain sera relativement faible au vu des images, 11 morts, mais les dégâts sont gigantesques. 95% des bâtiments sont détruits, plus d'eau, plus d'électricité, de communication, des scènes de pillage et des habitants qui se sentent abandonnés. On est français comme tout le monde, donc voilà quoi. On a vraiment besoin de l'aide, il n'y a personne quoi. Alors là, le gouvernement, je ne sais pas ce qu'il fait. On leur demande du secours dans tous les quartiers, vous comprenez, pour les pauvres gens. Parce qu'à un moment donné, il faut comprendre que les gens se mettent en colère. Un an après la catastrophe, Saint-Martin a perdu près de 8000 habitants, 20% de sa population. Ceux qui avaient les moyens de s'installer ailleurs sont partis, car la reconstruction est très lente. Le tourisme, qui était la principale ressource de l'île, est au point mort, et une partie des habitants vivent encore dans les ruines de leur vie d'avant le passage d'Irma. Billet retour à Saint-Martin, c'est un reportage de Julie Dungeloff et Chris Moore. Tout est défiguré. La chambre, tout a été emporté, les portes. Je n'ai même pas retrouvé les vestiges des portes. Ce jour du 5 septembre 2017, j'étais debout dans ma cuisine et j'ai vu ces oiseaux. On les appelle les frégates, ce sont des oiseaux noirs. J'en ai vu beaucoup et ils ont continué à voler dans cette direction. Et c'est de là qu'est venu le cyclone. Ma mère et ma grand-mère nous parlaient souvent d'un grand trou à Orient Bay. On l'appelle le château. Quand la mer se retire, qu'elle s'engouffre dans le trou, lorsqu'elle ressort, un bruit fracassant retentit. Quand un cyclone approche, ce bruit est de plus en plus fort. En 90 ans, c'est le pire ouragan que j'ai vécu. Saint-Martin doit revivre. C'est notre île. Elle nous appartient. Sandy Ground, une langue de sable entre la mer et le lagon. Plus qu'un quartier, un village de 5000 personnes, parmi les plus touchés de l'île, les plus pauvres aussi. Elles vivent telles qu'Irma les a laissées, dans un amas de tôles et de gravats. Tout ça doit encore être ramassé. Il y a beaucoup de travail à faire ici à Sandy Ground, beaucoup de boulot. George Richardson est né ici. Il a longtemps présidé le conseil de quartier. Aujourd'hui, il s'occupe d'une association de réinsertion. Vous savez qu'ici, à Sandy Ground, on a toujours été un quartier laissé pour compte par les autorités locales. 35 000 personnes vivent dans la partie française de l'île. Des descendants d'esclaves de l'Empire britannique et une centaine de nationalités. À Sandy Ground, beaucoup d'immigrés de toute la Caraïbe. La majorité vit des minima sociaux. Nous ne pouvons pas assurer nos maisons car nous n'avons pas de titre de propriété pour nos terres. Et c'est ça le problème. Pourtant, vous avez des gens qui vivent ici depuis 70 ans. 60% des habitants n'étaient pas assurés. Alors ils comptent sur la solidarité pour réparer avec des moyens de fortune, en espérant que cela résistera au prochain cyclone. Ici, les conversations de la vie quotidienne sont en anglais et les règles à suivre en français. Tu sais, ce pays n'est pas un pays indépendant où tout le monde peut faire ce qu'il veut. Alors on doit écouter la France. Si on veut l'argent de la France, on doit l'écouter.
C'est comme ça ici à Saint-Martin. On ne connaît pas nos droits. On ne parle pas bien français. Et dans l'administration, ils se rendent compte qu'on ne parle pas bien français. Alors, ils nous font tourner en bourrique. Chaque fois que je vais dans leur bureau, ils sont occupés. Donc je me dis que je ne dépends pas d'eux, que je ne dépends que de Dieu. Aux galères administratives s'ajoutent les inquiétudes sur l'avenir du quartier. En décembre dernier, l'État a placé Sandy Ground dans les zones à risque. La collectivité pourrait déclarer le secteur inconstructible. Ce genre de maison trop proche de l'eau pourrait alors être déplacée. C'était le patio qui est détruit, totalement détruit. Ce sont des débris de l'ouragan, tout ce qui a été charrié par la mer. Maribel est dominicaine. Elle a été évacuée in extremis dans un abri le 6 septembre dernier. Grâce à Dieu, je suis en vie. C'est le plus important. Si j'étais restée ici, dans cette maison, on m'aurait retrouvée morte. Il ne lui reste presque plus rien. Avant Irma, elle vivait de petits boulots dans l'hôtellerie. Ici, sur cette île, c'est le tourisme qui soutient tout. Mais avec toutes ces destructions, les peu de touristes qu'on a vus sont juste venus constater à quel point c'était détruit. Sans touristes, on va crever. Les touristes, l'unique manne financière d'une île qui ne produit plus rien. 95% des habitants en dépendent. Le point d'entrée se fait ici, du côté néerlandais de l'île, grâce à un port en eau profonde capable d'accueillir ces énormes paquebots de croisière et à un aéroport international. Sur le front de mer de sa capitale, Philipsburg, Irma semble déjà loin. Nos revenus proviennent principalement des croisiéristes. En saison, nous avons 6 à 9 bateaux maximum par jour. Donc nous accueillons 10 à 20 000 personnes par jour. Si vous venez à Sint Maarten, vous êtes assuré de passer du bon temps. Depuis 2010, Sint Maarten a le statut de pays, membre du Royaume des Pays-Bas, mais pas de l'Union européenne. Alors le laisser-faire est de rigueur avec ses boutiques détaxées et ses nuits aux mœurs légères attirant le tourisme de masse américain. Jusqu'ici, c'est beau, rien que des belles plages, des gens sympas comme Lenny. Tu le sais, avec Lenny, tu as tout compris. Est-ce qu'on peut dire que c'est le retour à la normale ? Je dirais qu'on est à 60 ou 70% de nos capacités. Ça prend plus de temps côté français. Je ne sais pas si c'est dû au gouvernement, mais cela prend plus de temps, comme si rien n'avait été fait. Un discours qui illustre la rivalité historique entre les voisins. Et pour cause, ici, le PIB par habitant est 2 fois plus élevé. Avant Irma, les touristes parcouraient ces 11 km pour découvrir la gastronomie et la douceur de vivre à la française. Un an après, les rues de la capitale Marigot sont vides. Bénédicte vit à Saint-Martin depuis 30 ans. C'est une métro, le surnom donné par les locaux aux habitants de la métropole. Ça c'est fermé, là c'est le magasin, j'ai tout refait. Et ça c'est fermé, là-bas c'est fermé. Bonjour. Bonjour. Bénédicte et son mari ont rouvert quelques mois seulement après le passage d'Irma, grâce à l'argent des assurances. S'il n'y avait pas eu les pillages, ça aurait été beaucoup plus vite. Parce que les pillages, c'était un enfer. Les pillages nous ont tués. Toute la rue derrière, ça a été tout pillé. Ici, ça a été pillé. Là-bas, ce magasin a été pillé. Il ne restait plus rien. Ça a été une horreur. Plus rien. C'était une scène de guerre. Sans touristes, c'est sur une clientèle locale à faible revenu qu'il faut compter. Vous voyez, aujourd'hui, je veux dire la vérité, j'ai fait combien de ventes ? 5 ventes. C'est peanuts. Un chiffre d'affaires divisé par 4. Déjà, il n'y a plus d'appartements, il n'y a plus rien. Et quand le peu qu'il y a, les prix, ils ont doublé. Isabelle a quitté l'île juste après Irma, comme 8000 personnes qui en avaient les moyens. Que l'île, elle va se remonter petit à petit. Ça va, Si on avait des hôtels, parce qu'il n'y a pas assez de chambres, hein, et puis les croisiéristes, alors les fameux croisiéristes, on ne les voit pas. On ne les voit pas ici. Ils ne viennent pas à Marigot. Tous les gens qui vivaient là, il y en a plein qui sont partis. Regarde Lisa, elle est arrivée. Tu trouves qu'il y a du monde là ?
Du côté français, tout le monde s'inquiète des lenteurs de la reconstruction en pointant du doigt les autorités. Après Irma, Paris avait annoncé 500 millions d'aides à Saint-Martin. Daniel Gibbs, le président de la collectivité, soutient que l'argent a été largement englouti dans l'aide d'urgence, très peu dans la reconstruction. J'ai quand même eu 50 millions pour le fonctionnement. J'ai quand même eu 15 millions pour réparer mes 18 écoles, 6 millions pour mes logements. Est-ce que c'est suffisant? Non, c'est pas suffisant, mais c'est ce que j'ai reçu. Soit on a l'argent pour sa reconstruction et on fait, soit on n'a pas l'argent et on se lève, on prend sa valise et on va chercher un peu à droite à gauche. Je vais actuellement sur des conférences régulièrement d'investisseurs hôteliers pour essayer d'amener et d'appâter un certain nombre d'hôtels sur le territoire parce que comment fonctionnerait un territoire qui vit à 95% du tourisme et qui n'a plus une chambre d'hôtel? Depuis 2007, Saint-Martin jouit du statut de collectivité d'outre-mer, synonyme de plus d'autonomie. L'île est libre d'instaurer ses propres règles en matière d'urbanisme ou surtout de fiscalité. Ce jour-là, le préfet en charge de la reconstruction achève une visite de 36 heures pour inspecter les avancées. Dernière étape, ces résidences secondaires qu'il souhaite voir disparaître du paysage. Attention où tu mets les pieds quand même parce que tu comprends? Ça marque quand même, hein? Et il ne manque pas l'occasion pour renvoyer le président de l'île à ses responsabilités. L'État peut faire tout ce qu'il veut, il ne peut pas se substituer à une collectivité qui a aujourd'hui les moyens de sa reconstruction, mais qui n'a peut-être pas l'ingénierie pour le faire. Aujourd'hui, le touriste lambda ne reviendra que s'il a un territoire en particulier qui est propre, ou ne traîne pas des carcasses de voitures à chaque coin de rue. Donc c'est tout ce travail qui doit être fait aujourd'hui et qui relève des compétences de la collectivité pour permettre de repartir d'un bon pied en termes économiques. La collectivité, elle, s'est fixé un objectif ambitieux. Rouvrir 800 chambres sur les 1300 disponibles habituellement dès novembre pour le début de la saison touristique. Touche pas aux barrières pour que personne ne puisse s'approcher. Non, puis là on peut pas les bouger parce qu'elles commencent. Il y a juste un truc, s'il y a de la houle, il faut qu'on y pense. Non mais. Ici à Grand Case, Jean-François Billot, le patron, a décidé de prendre le temps pour reconstruire mieux et résister en cas de prochain cyclone. Il a mis ses employés au chômage partiel, mais il n'a jamais envisagé de baisser les bras. C'est le 9e cyclone qu'on fait. Donc on a l'expérience. Regardez, hein. On risque pas de lâcher le spot, hein. C'est le plus beau spot du monde. D'ici là, les défis sont multiples. Être approvisionné en matériaux quand il faut tout importer par bateau et trouver une main-d'œuvre qualifiée. En ce moment, on est quasiment une centaine de personnes qui travaillent pour nous. Et on a recruté pas mal, on va dire, de jeunes qui étaient sur l'île, qui n'étaient pas forcément dans le bâtiment avant. On encadre toujours avec des personnes qui ont un petit peu plus de compétences pour qu'on puisse leur apprendre la formation du bâtiment, quoi. Là, j'ai pas de choix, il n'y a plus de cuisine, il n'y a plus rien à faire. Alors, nous, on est les jeunes, on veut travailler, on ne veut pas rester là sans rien faire. La plupart de ces jeunes viennent de Sandy Ground. Nous y retournons pour retrouver Jérémy. Ici, tout le monde le connaît grâce à son groupe de rap, Mad Tooth, dont les chansons sont diffusées partout dans le quartier. À 14 ans, il a quitté Saint-Martin pour les États-Unis. Il est rentré 7 ans plus tard après un passage en prison. Il retrouve son quartier inchangé, même misère et surtout même préjugés. Qu'est-ce qu'on entend dans l'extérieur? Que Sandigong, c'est un mauvais quartier, que tu viens à Sandigong, ils vont te braquer, ils vont te... Tu vois, tout type d'histoire. Let's go. Il a créé son association pour sortir les jeunes de la rue et leur éviter son parcours chaotique. Soutien scolaire, magazine associatif et ce jour-là, atelier de réparation de vélos. Souvent l'unique moyen de transport pour aller à l'école. Jérémy a une obsession, donner une voix à cette jeunesse.
Nous, on veut montrer qu'on est là, on fait partie des Antilles aussi, tu vois. Alors, avec le magazine, avec tout ce qu'on fait, on essaye de créer notre identité, tu vois. Alors, comme vous voyez, ça c'est un des mieux que nous avons pu réaliser avec les enfants. Irma a juste montré la réalité de ce qu'on vivait avant, tu vois. Peut-être on a perdu, mais on n'a pas perdu beaucoup parce qu'on n'avait pas beaucoup. L'avenir du quartier, c'est on essaye de changer cette image, qu'on essaie de sortir Sandigong comme un quartier défavorisé, un quartier prioritaire, tu vois. Alors depuis que je suis revenu, je fais. J'ai pas encore pris de vacances. Après ça, tout ce que j'ai fait, c'est pas comme du travail pour moi, tu vois. Ça sort du cœur. Irma a mis en lumière les contrastes d'une île aux multiples facettes. Un an après le passage du pire ouragan de son histoire, tout reste à faire. Mais Saint-Martin peut compter sur l'engagement de sa population pour redevenir ce paradis perdu. Et voilà pour ce reportage à Saint-Martin, signé Chris Moore et Julie Dingeloff. Reportage que vous pouvez retrouver, bien sûr, sur france24.com et sur toutes nos applications mobiles. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Billets Auto.